Bonjour, bonsoir. Le plus important, c'est que moi, je suis personnellement heureux d'être invité à ce webinaire et surtout heureux d'être avec mes confrères africains. C'est une opportunité pour nous tous de partager et de parler au cœur du médecin que je suis. Et je pourrais même vous raconter un peu de façon anecdotique comment je suis tombé dans l'hypnose. Donc, je suis médecin généraliste de formation. J'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Arrivé à un certain moment, j'étais directeur d'un laboratoire et puis j'étais déjà dans le coaching et dans l'accompagnement, mais sur une visée beaucoup plus entrepreneuriale. Donc, j'ai découvert donc, le monde de la thérapie par la PNL, par la programmation neurolinguistique. C'est en fait les techniques de communication. On nous dit pas que c'est de la PNL parce que programmation neurolinguistique, ça peut faire peur pour certains, mais en fait, tout simplement, c'est le fonctionnement de notre cerveau. Et c'est de là où j'étais curieux, j'étais voir l'hypnose et à un certain moment, j'ai compris. Quand j'ai compris le fonctionnement de l'hypnose, qu'elle fait appel beaucoup plus à nos ressources inconscientes, ce qu'en médecine, on nous a appris automatisme, réflexe, tout ça, et ben, il y a un modèle qui est celui d'Erickson, qui a été développé un peu avant par Freud et beaucoup de personnes, à savoir la présence de cet inconscient, parce que vous êtes d'accord avec moi, si on fait une autopsie du cerveau, il y a un inconscient et un inconscient. Mais c'est un modèle qui marche et qui explique beaucoup de choses. Tout ce que nous faisons de façon consciente, eh ben, c'est la partie consciente qui ne fait à peu près que 10% de ce que nous faisons dans la journée, et les 90%, y compris le fonctionnement de notre corps, de nos réactions, de nos interactions avec les autres, eh bien, ça se fait de façon inconsciente. Donc, je rentrerai un peu plus pour expliquer. Donc, c'est ce qui m'a amené dans ce monde-là. C'est un monde qui m'a donné les réponses que la médecine classique aujourd'hui ne peut pas expliquer. Tout ce qui est psychosomatique, quand on fait un bilan, il est normal, le bilan radiologique est normal, l'électro, tout ce qu'on peut faire et que la personne continue à souffrir, à avoir mal, à ressentir quelque chose, eh ben, nous n'avons pas le droit de dire qu'il n'y a rien, puisque la personne, elle est en train de ressentir. C'est ce qui fait que ces personnes peuvent sont capables pour une douleur qui, je n'ose pas dire aujourd'hui imaginaire, mais pour nous, dans la tête de nous, praticiens allopathes en particulier, c'est imaginaire puisqu'il y a rien. Et donc tout ce qu'on va dire, c'est du psychosomatique. En fait, le psychosomatique a une signification pour la personne et chaque personne a une représentation de ce qu'il ressent. Et je vais vous faire un exercice après pour vous montrer et étayer tout ça. Donc, je suis rentré, après j'ai fait mon cursus de technicien, praticien, maître praticien, enseignant, après master trainer. Alors, le WHO, ce n'est pas l'Organisation mondiale de la santé, c'est le World Hypnosis Organization. Donc, c'est une fédération allemande qui chapeaute tous les diplômes de Synapse et qui sont reconnus dans plus de 90 pays dans le monde. Donc là-dedans, je suis maître praticien, aussi PNL, en programmation neurolinguistique, International Association of Coaching Institute, formateur et coach de tout ce qui est ProcessCom, CALER, communication. Et là, c'est la ProcessCom qui est issue de l'analyse transactionnelle d'Éric Baird. Après, il y a toutes ces techniques de vente. Et puis, évidemment, membre de la Fédération française d'hypnose et thérapie brève, membre de la NGH, qui est le National Guild of Hypnotists. C'est la première fédération mondiale qui est américaine aux États-Unis, donc pour l'hypnose, et membre de l'INPNL, membre ICI, donc tout ça, ça importe peu. Donc, j'enseigne entre la Tunisie et particulièrement en France, et j'ai mon cabinet donc de consultation, un cabinet qui est fixe en Tunisie, dans la ville de Sousse, là où je suis actuellement, parce que je suis en vacances, et en France, là où je suis, voilà. Donc j'ai gardé cette âme de médecin en moi qui essaye et qui fait de son mieux pour que les gens se sentent bien. Alors, moi j'aime bien les présentations interactives. Je vais vous parler rapidement de différents types de thérapies, de ce que c'est l'hypnose, même si Pascaline a bien fait de présenter un peu ce que c'est l'hypnose, les différents types de thérapies. Après, on va parler des généralités de l'hypnose, son application dans le domaine du bien-être et dans le domaine médical. Et nous verrons particulièrement les indications et les contre-indications pour faire des cas pratiques pour vous faire. C'est vrai qu'à distance,
Ce n'est pas évident, mais nous allons faire et nous allons. Je vous invite à jouer le jeu, à vous lâcher cette soirée ou cet après-midi pendant 7h30 et vous allez découvrir certainement, peut-être c'est nous, ça sera nouveau pour certains d'entre vous, mais nous verrons les choses ensemble. Alors, est-ce que c'est OK pour tout le monde, pour ce que nous allons faire? Et encore, comme je dis, c'est ouvert aux questions à tout moment. Si c'est OK, donc Oui, c'est Pascaline, OK, professeur. Vous pourriez continuer à... Vous allez continuer. Et si on a des questions, nous allons écrire dans le chat pour que les personnes qui vont suivre après puissent vraiment nous suivre. Donc, d'accord. allez, vous avez la parole Avant et c'est de vraiment un passer plaisir de à vous la avoir partie parmi nous. pratique, voilà. Donc, ce que je fais, donc, voilà, je vais faire la partie théorique. S'il y a des questions, on prend les questions, on répond comme ça. Quand on passe à la partie pratique, eh ben, tout le monde, normalement, devait avoir sa réponse. C'est OK? D'accord. Oui, ce que nous allons OK. faire quand vous allez vouloir passer d'une diapo à une autre, vous dites diapo seulement. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ou sinon, je vais partager mon écran, comme tu veux. Voilà. Donc, diapo suivante. Voilà. La suivante. Voilà. Avant de passer, quand même, j'aimerais bien revenir à comme s'il y a trois couches. Alors, je vais prendre comme la métaphore de l'ordinateur. Vous avez le hardware, vous avez le système d'exploitation et vous avez le Professeur, logiciel. Et bien, le logiciel, vous pouvez partager pour être plus à l'aise, hein. Vous pouvez partager votre document d'accord. pour être plus à l'aise. Alors, si c'est OK pour vous, c'est OK pour moi. Alors, Est-ce que vous arrivez à partager votre écran? onglet Chrome, nouvelle entrée, fenêtre. Non, je suis sur toujours votre, attendez. Alors, tu sais, on va travailler avec toi. Donc, reprends, je pense que ça va être beaucoup plus simple. Parce que j'arrive pas à accéder à mon écran. Peut-être je suis un spécialiste de l'hypnose, mais pas forcément un spécialiste de Zoom. Voilà. Est-ce que vous avez mon écran? Voilà, je reste avec toi. Allez, la suivante. Donc voilà, avant. Donc l'analytique, c'est. Attends, on peut revenir. Excuse-moi, Pascaline. Est-ce qu'on peut revenir, c'est celle d'avant? Voilà, c'est ça. Donc, on va commencer par cette couche analytique qui est la couche de la psychanalyse de Freud, de Jung, de Rogers, où on s'intéresse au pourquoi. Pourquoi la personne a la problématique? Pourquoi il y a un trauma qui s'est mis? Pourquoi la personne a peur de telle chose? Pourquoi elle a une phobie contre X, contre Y? Je n'aime pas citer des choses parce que je ne sais pas s'il y a pas de personnes qui ont ce genre de phobie. Donc là, la thérapie, au minimum, c'est 2 ans, mais ça peut aller jusqu'à 10 ans parce qu'on s'intéresse au pourquoi. Après, vous avez une deuxième couche ou une deuxième façon de travail, c'est sur la couche symbolique où vous allez trouver tout ce qui est hypnose, tout ce qui est gestalt thérapie avec les émotions, où il y a la systémie de Virginia Satir, où on va en prendre en compte tout le système
entourent votre client. Donc, et cela, c'est de 2 à 10 séances par objectif. Donc, vous voyez déjà en termes de temps, ça baisse de quelques années à quelques semaines. Et là, parce qu'on s'intéresse au pourquoi faire, au pourquoi on va faire ces thérapies. Pour arriver à la couche neurologique, et là, on peut dire que nous sommes au niveau du cerveau, au niveau des connexions neuronales. C'est pour ça un traumatisme, une phobie peut être traité en une seule séance parce qu'on s'intéresse au comment. Comment soulager notre patient? Comment on va l'accompagner pour qu'il trouve sa solution? Donc, le trauma passe, la phobie est réglée, mais on ne sait pas pourquoi ni comment. Mais le fait de travailler, c'est des symptômes de câblage, donc comme si on va enlever un câble et le connecter ailleurs pour que la chose soit traitée. Après, s'il y a des questions, évidemment, je suis à votre disposition. Suivante, s'il te plaît. Merci. Et là, je viens à une citation d'Erickson, qui est Milton Erickson, le père de l'hypnose, le père moderne de l'hypnose ericksonienne, qui dit « Ton inconscient est très intelligent, mais à côté, ton inconscient, il est stupide. » Parce qu'évidemment, certaines études ont démontré que conscient et inconscient, quand on capte une information consciemment, notre inconscient a déjà capté 1000 informations. Sauf que notre conscient, comme il est focalisé que sur un élément, il va s'occuper que des éléments qui intéressent son intérêt. Donc, tout ce qui est autour, eh ben, ça va être oublié ou ça va être passé à un niveau inconscient. Bref, ça veut dire c'est comme le cheval à qui on met des œillères autour de ses yeux, donc il ne verra que ce qu'il y a devant lui. Tout ce qui est autour, mais l'inconscient le capte. C'est pour ça que notre inconscient a cette faculté. Et c'est pour ça que l'hypnose a cette faculté de mettre la personne en contact avec son inconscient qui est, lui, plein de ressources. Je peux vous donner un exemple. Vous cherchez vos clés, vous cherchez quelque chose et vous faites tout le tour et vous ne savez pas où est-ce que vous les avez mis. Et puis tout d'un coup, vous êtes en train de manger, vous êtes en train de faire autre chose et puis tout d'un coup, l'information, elle arrive. Les clés sont, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, dans la poche arrière du jean. Et là, l'information, elle était là. Le conscient n'avait pas accès à cette information, mais c'est l'inconscient qui a fourni cette information. Suivant, s'il te plaît. Merci. Donc là, si on fait une couche ou une coupe, mais c'est une métaphore, encore une fois, le conscient et inconscient, c'est une métaphore. Vous avez cette partie extérieure qui est le conscient, là où il y a l'analyse, là où vous avez la logique, entre autres les règles, la rationalité, l'image de soi, les systèmes de croyances extérieures, les apprentissages. Donc tout, il est au niveau de cette couche extérieure qui est le conscient, alors que l'inconscient, nous avons nos addictions, il y a les peurs, il y a les émotions, la motivation, la procrastination, la joie, les besoins, la confiance en soi, les plaisirs, tous ces éléments, ils sont au niveau inconscient. Et tout au fond de l'inconscient, nous avons les fonctions vitales. Alors, imaginez, toute notre vie, nous sommes en train je reprends la métaphore de l'ordinateur, c'est quand vous achetez un ordinateur, vous achetez juste le système d'exploitation. Donc, vous êtes obligé d'installer des logiciels pour apprendre à marcher, pour apprendre à parler, pour apprendre l'école primaire, pour ceci. Sauf que tous ces logiciels vont rester. Donc, tous ces logiciels vont rester au niveau de cette partie inconsciente pour travailler. Et même ceux qui restent actifs, donc, ils vont utiliser l'énergie, et pourtant, ils ne servent à rien. Et arrive un certain moment, ces logiciels vont gêner le fonctionnement vital et c'est pour ça, comme un ordinateur, vous allez voir un bug. Après, on ajoute à cela tous les coups durs de la vie, les traumatismes, les deuils, les déceptions. Et tout cela, ils vont agir comme un virus pour retarder encore plus le fonctionnement de cet inconscient. Et donc, c'est intéressant avec l'hypnose d'accéder à cet inconscient. Et comme un ordinateur, nous allons désinstaller tous les logiciels qui ne servent à rien, nous allons mettre en place un système antivirus pour aussi arrêter, et ainsi la personne va trouver de la légèreté, trouver un fonctionnement qui est correct
et même changer certains logiciels. Donc, on peut désinstaller, installer de nouveaux logiciels, mais aussi on peut faire une mise à jour de certains logiciels. Suivante, s'il te plaît. Je sais pas, voilà, merci. Donc, si on revient à l'histoire, ça remontait à très loin, 3000 ans avant Jésus-Christ. On a vu, même sur une stèle en Égypte, une scène qui décrit vraiment une scène, une personne qui parle à une personne qui dort. On peut revenir même plus tard. Au XVIIIe siècle, donc Mesmer, Anton Mesmer, c'est pas Mesmer d'aujourd'hui, il a parlé de fluide magnétique, de fluide animal. Mais lui, il pensait que la personne avait un pouvoir sur l'autre. Mais en fait, nous n'avons aucun pouvoir sur la personne. La personne ne fera de l'hypnose que si elle est d'accord, si elle a envie. Et on peut même citer parmi les précurseurs l'abbé Faria au XVIIIe siècle, qui lui parlait du pouvoir de la suggestion et du sommeil lucide. D'ailleurs, c'est ce qui va donner un peu le nom à l'hypnose. Et à cette période-là, John Elliotson donc qui est un chirurgien, a pratiqué déjà des anesthésies sous hypnose. Donc, il a envoyé la personne en hypnose et il pouvait agir. D'ailleurs, je vais vous donner la preuve aujourd'hui quand parfois vous prenez votre douche et vous découvrez que vous avez un bleu ou vous touchez quelque part un élément de votre corps et en touchant, vous avez mal. Vous n'avez pas dit aïe au moment de recevoir le coup. Tout simplement pourquoi? Parce que votre conscient était occupé à faire autre chose. Et d'ailleurs, nous finirons notre rencontre avec le gant anesthésique que vous allez voir, comment installer un gant anesthésique et comment enlever la douleur. Donc, c'est quand je n'ai pas vu le trauma, le choc, eh ben, je ne vais pas dire aïe et je ne vais pas ressentir cette douleur. Donc, sur le même ordre d'idée, James Esdell, qui est chirurgien écossais, qui exerçait à Calcutta, en Inde, a rapporté une intervention sur 2000 personnes. Il y avait même des enfants et il a, à l'époque, réduit la mortalité post-opératoire de 50%. Donc, évidemment, aujourd'hui, l'hypnose a une place importante dans la préparation avant l'intervention en préopératoire, puisque une personne, déjà rien que le fait de travailler sur le stress, une personne calme va moins saigner. Donc, il va y avoir de meilleures suites opératoires. Donc, on peut préparer une personne avant déjà l'intervention pour avoir de meilleures suites. On peut dire que le coup de grâce a été porté à l'hypnose en 1846 quand on a découvert le chloroforme et quand on a commencé à endormir les gens avec le chloroforme. Même si d'autres travaux, et particulièrement en France, ont continué. Il y a ce qu'on appelle l'école de Nancy au 19e siècle avec Auguste Libelot, qui est un médecin de campagne avec Hippolyte Bernheim. Et ils vont montrer l'hypnose, mais le pouvoir de la suggestion. Tout ce que nous allons faire dans l'hypnose ericksonienne, c'est des suggestions à la personne. Et la personne va prendre ces suggestions. Évidemment, on apprend une façon de parler pour induire cet état hypnotique. Et on va y aller progressivement, mais toujours avec l'accord de la personne. En même temps, il y avait une deuxième école qui était avec le célèbre Jean-Martin Charcot, qui est neurologue et qui était à la Salpêtrière à Paris. Lui, il voyait l'hypnose d'un autre côté. Lui, il pensait que l'hypnose, c'était l'expression de l'hystérie, une façon d'exprimer l'hystérie. Et les études avant et la suite, elle a montré que c'est l'école de Nancy qui avait raison. La suivante, s'il te plaît. Voilà. Freud, on ne peut pas parler d'hypnose sans parler de Freud. Il a au moins le mérite d'avoir parlé dans son livre L'interprétation des rêves en 1900 de cette inconscient, de cette partie de nous qu'on appelle l'inconscient. Et pour l'anecdote, Freud, il a été à Paris, il a appris à faire l'hypnose chez Charcot à Paris. L'histoire dit qu'il voulait se marier avec la fille de Charcot et quand Charcot a refusé, il est parti à l'école de Nancy. Donc, il a fait quelques mois aussi d'hypnose et puis il est rentré en Autriche. Sauf que l'hypnose que pratiquait Freud, c'est de la directive.
Ça veut dire il donnait des ordres du style ferme les yeux, détends-toi. C'est un peu de l'Hellmania, c'est ce qui se fait aujourd'hui aux États-Unis. Donc, mais il y a des gens qui n'acceptent pas les ordres, donc ils ne partaient pas. Donc il a vu que seulement 20% de ses patients qui partaient en hypnose, et donc il a laissé tomber l'hypnose pour se consacrer, heureusement, à ce qu'il a fait, à la psychanalyse. Les Russes aussi ont travaillé énormément sur l'hypnose. Donc il y a des travaux et ils considèrent cet état comme un état naturel et ils ont même démontré comment on peut agir sur la coagulation du sang. Aujourd'hui, avec l'hypnose, on peut faire ce qu'on appelle une distorsion du temps. Parce que tout ce qui est seconde, minute, heure, jour, mois, année, ça, c'est pour que le conscient soit structuré. Par contre, notre inconscient, il ne fait pas la différence. Il ne sait pas. D'ailleurs, la preuve en est, si je vous demande de penser à un souvenir agréable, en quelques secondes, vous allez vivre peut-être quelque chose qui a duré des jours, voire des mois. Donc, notre inconscient, il ne connaît pas le critère temps. Donc, on peut accélérer. C'est des techniques qu'on apprend aussi en faisant de l'hypnose. Comment on va faire comme si vous regardez, ça veut dire aller regarder un paysage dans le temps, sur une année, mais en accéléré. Et au lieu d'attendre 364 jours, ben, on peut le faire passer en 10 minutes, en 30 minutes. Et ben, nous sommes capables aussi de faire passer une crise de migraine, donc la coagulation, accélérer la coagulation du sang, accélérer la cicatrisation aussi. Il suffit de travailler sur cette distorsion du temps. Après, on revient à Milton Erickson, c'est lui qui a redoré un peu l'hypnose, qu'il a travaillé énormément. Juste rapidement, Milton Erickson, il était américain, à 15 ans, il a été atteint de poliomyélite et les médecins croyaient qu'il allait mourir. Non, il n'est pas mort. L'histoire dit que quand il était à l'hôpital, il a demandé à sa maman de le mettre en face de la fenêtre pour regarder le coucher du soleil. Sauf qu'il y avait des arbres, il y avait des choses devant. Mais mentalement, il a réussi à effacer tout cela et imaginer le coucher du soleil. Le matin, évidemment, il était toujours vivant. Et le médecin il a demandé à sa mère de le ramener chez lui, puisqu'à l'époque, pour la poliomyélite, il n'y avait rien à faire. Il était sur un rocking chair. Et puis un jour, il commençait à sentir son corps bouger. En fait, rien qu'en observant sa petite sœur qui est une nouvelle connexion synaptique, et il a réussi à restimuler ses muscles. Évidemment, il s'est entraîné. Un an plus tard, il faisait déjà le tour des États-Unis en canoë-kayak. Donc, pour vous donner une idée, il a appris énormément de sa propre expérience. C'est quelqu'un qui est et il a fait ce qu'il a fait aujourd'hui. Si on fait de l'hypnose ericksonienne aujourd'hui, c'est grâce à ce qu'il a fait, à tout ce qu'on appelle le Milton Model, la façon de discuter. Et ça ne va pas être le thème, parce que rien que le Milton Model, on peut lui consacrer 2 heures déjà pour la formation. C'est comment parler. Je vais vous donner un exemple. Quand vous dites en séance d'hypnose à votre client, et je ne sais pas si tu vas partir en hypnose maintenant ou dans 5 minutes, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a déjà 2 techniques de Milton Model. Le premier, je ne sais pas, donc la négation. Quand on dit moi, je ne sais pas, inconsciemment, le patient en face de nous, il va dire toi, tu ne sais pas, mais moi, je sais. Et quand on lui dit maintenant ou dans 5 minutes, au lieu de rester focalisé sur le fait est-ce qu'il va rentrer en hypnose ou pas, on l'oriente, il va être focalisé sur le fait est-ce qu'il part maintenant ou dans 5 minutes. Donc, il finira par partir. Donc, c'est tout ce langage, évidemment, d'influence que Milton Erickson a fait et qui a été modélisé par Bandler et Grinder, qui étaient à l'origine de la programmation neurolinguistique. Donc, lui, il a travaillé énormément. Et donc, parmi ses disciples, il y a Jay Haley, Jeffrey Zeig, Ernest Rossi. Tous ceux-là ont raconté ce que Milton Erickson faisait pour le mettre sous forme de protocole, et c'est ce que nous utilisons aujourd'hui. Évidemment, comme je vous ai dit, Bandler et Grinder ont modélisé 3 thérapeutes, Milton Erickson pour l'hypnose, Fritz Perl pour la Gestalt thérapie pour tout ce qui est émotionnel, et Virginia Satir pour tout ce qui est systémique, et ils nous ont sorti la PNL, la programmation neurolinguistique. Est-ce qu'il y a des questions? La suivante, s'il te plaît. Et s'il y a des questions par rapport à ces éléments pour le moment.
Là, c'est une plaque pour vous montrer qu'il y a une différence entre le sommeil et l'état d'hypnose. On peut dire que l'état d'hypnose, elle se rapporte beaucoup plus à la phase 3 et 4 du sommeil. Mais c'est question d'onde cérébrale. Mais la personne en hypnose garde toujours le conscient à côté. Le conscient, il est toujours là, il est en train d'observer, mais on va travailler ce qu'on appelle la dissociation pour que le conscient soit occupé à faire quelque chose, alors que nous, on parle à l'inconscient et c'est l'inconscient qui va faire, il va donner les résultats que nous demandons. Suivante. Donc là, c'est pour vous montrer, comme notre cerveau, c'est comme cet iceberg, il y a le conscient. Là, j'ai repris le mot subconscient et inconscient, c'est la façon dont Freud explique. Pour l'éricksonien, il y a le conscient et l'inconscient. Donc, il n'y a pas de subconscient, mais toutes les ressources, toutes les connaissances, ils sont au niveau de cet inconscient-là. Suivante, s'il te plaît. Alors, avant de passer aux indications, est-ce qu'il y a une question par rapport aux généralités? C'est OK? OK, parfait. Donc, les indications, elles sont vraiment diverses. Là où il y a le facteur psychologique, là où il y a le facteur parfait. Donc, là où il y a tous ces facteurs-là, évidemment, on risque d'avoir des troubles. Regardez chez vos patients, combien de fois vous avez fait un bilan, même un bilan, un test de personnalité, l'enfant ou l'adulte, il n'a rien, mais il peut avoir des problèmes de concentration, des problèmes d'apprentissage, des difficultés. Et l'hypnose, elle va permettre parmi les éléments, et là, c'est la voie royale pour améliorer le potentiel, la concentration, l'apprentissage, la préparation aux examens, la gestion du stress, la créativité. Tous ces éléments peuvent être boostés par l'hypnose. Et particulièrement, j'insiste sur l'anxiété et sur le stress parce que c'est des facteurs aujourd'hui qu'on retrouve pratiquement dans toutes les pathologies chroniques, soit pour être à l'origine ou pour l'aggraver. Si on regarde un peu, donc, en rentrant dans notre domaine et particulièrement dans le domaine de la santé, donc, il peut y avoir ce qu'on appelle des troubles psychosomatiques. Alors, les troubles psychosomatiques, excusez-moi, c'est un fourre-tout dans lequel on va mettre tout ce qu'on ne voit pas clair. Dès que je trouve que le corps est sain, eh ben, je vais dire psychosomatique. Et là, on va retrouver l'asthme, la migraine, les problèmes de peau, particulièrement le vitiligo, le psoriasis. On peut trouver aussi un problème de bégaiement, en gynéco, par exemple, ou en sexo. Vous avez l'éjaculation précoce, l'impuissance, le vaginisme. Tous ces éléments sont liés forcément à ces éléments qui sont émotionnels, stress ou anxiété ou pression. Chacun va mettre un mot, mais c'est les éléments qui vont être à l'origine de tous ces perturbations. Donc, offrir l'antidote, je dirais, à une personne, une meilleure gestion de soi, une meilleure gestion de son stress ou de son anxiété, et les problèmes vont être réglés. Parfois, c'est des traumatismes qui sont liés à ça. Parfois, c'est des deuils qui sont aussi liés à ces éléments, et l'hypnose permet de travailler aussi bien sur les peurs que sur les traumas, que sur les deuils, et la personne, évidemment, on lui enlève la problématique, et bien la solution, elle est là. Ça peut être aussi des troubles fonctionnels. Il y a certaines tachycardies, par exemple, qui sont liées à des troubles émotionnels. Alors, tout trouble du sommeil, vous savez aussi bien que moi que les troubles de sommeil ne sont que des symptômes. Il n'y a pas une maladie qui s'appelle trouble du sommeil. Si, il y en a certains. Je ne veux pas rentrer dans la narcolepsie, tout en sachant que j'ai eu d'excellents résultats avec la narcolepsie, en travaillant différemment, en redonnant le pouvoir à la personne de choisir, elle, d'aller en auto-hypnose et là choisir le moment pour se reposer et de le trouver particulièrement avec des techniques d'ancrage de la PNL pour retrouver l'état d'éveil. Donc,
Mais sinon, le reste des éléments, les troubles du sommeil, sont souvent liés à des problématiques et évidemment, ainsi que les troubles de la mémoire. La mémoire, elle est au niveau du cerveau moyen. Les émotions sont au niveau du cerveau moyen. Et regardez comment les deux, je vais vous donner un exemple pour vous montrer comment les deux sont liés. Revenez à l'école primaire. Vous allez vous rappeler de qui? De personnes avec qui vous avez eu de bons moments, parce qu'il y a des émotions positives, mais vous allez vous rappeler aussi d'autres personnes avec qui vous avez eu de mauvais moments ou des problématiques. Donc l'émotion a un impact important au niveau de la mémoire. Après, je vais citer aussi l'énurésie. L'énurésie, c'est un élément aussi qui rentre dans cette case, puisque vous faites les bilans, vous faites tous les tests, et la personne a une vessie qui travaille normalement, qui se contracte correctement. Pourquoi cette personne ferait-elle une énurésie? Donc là aussi, les facteurs psychologiques, ils sont incriminés. Et l'hypnose nous permet d'aller régler, soit en travaillant directement, ou il y a une technique aussi, on va utiliser des métaphores, on va raconter des histoires, comment ce petit oiseau, il était tranquille dans son nid, mais tous les soirs, il y a la pluie qui tombe, et il se lève tout le matin mouillé, et puis le maître hibou lui donne une idée, je lui dis, écoute mon grand, tu vas prendre une grande feuille, et tu vas protéger ton nid, et depuis ce soir, quand la pluie tombe, eh ben, l'eau passe à côté et le matin, le petit oiseau, il est dans un lit au sec. Donc, mais ça, on va le faire en hypnose. Donc, c'est quoi le but de ces métaphores? C'est donner une histoire. C'est comme les fables de La Fontaine. Donc, c'est comme les histoires, c'est comme les mythes. Donc, il y a une histoire qui va s'adresser au conscient, mais vous avez un message caché qui va lui passer à l'inconscient. Que l'inconscient, comme si on lui apportait une solution, il va adapter ça cette solution pour trouver celle qui concerne et celle qui va le mieux à votre patient. Après aussi, on va parler des troubles psychologiques. Alors, que les choses soient claires. Moi, je fais exclusivement de la thérapie brève. Donc, je ne m'occupe pas de tout ce qui est physique. Donc, dès que je suspecte une dépression, je vais envoyer mon patient chez le médecin généraliste ou chez le psychiatre. Je suspecte une bipolarité, je ne vais pas la traiter. D'abord, ce que je vais faire pendant la première séance où je détecte, où j'ai des doutes, je vais faire tout pour que la personne trouve un endroit, un jardin secret, un safe place que nous allons faire tout à l'heure, pour que la personne se sente bien. Mais je ne vais surtout pas lui donner de l'énergie parce que vous savez, quelqu'un en dépression, si on lui donne de l'énergie, il est capable de passer à l'acte. Donc, mais ces personnes stabilisées, sous traitement depuis au moins un mois, on peut travailler avec eux. Donc, c'est une façon d'intervenir, nous sommes complémentaires. Moi, personnellement, j'aime pas le mot alternative. C'est pas une médecine alternative. Non, c'est une médecine ou une façon de faire complémentaire. Donc, on va y aller ensemble. Et en hypnose et avec tout ce qui est médical, tel que vous faites si bien. Donc, on va trouver aussi les troubles du comportement alimentaire, les TCA, que ce soit les problèmes d'obésité, la boulimie, l'anorexie, l'alcoolisme, avec toutes les addictions, la drogue, le workaholisme, aussi les dépendances sexuelles, on va tout trouver et l'hypnose vraiment apporte un élément important. Rien que pour l'exemple, je vais vous donner que le tabagisme, le sevrage tabagique, avec l'hypnose, il y a un arrêt de 30% après une année, contrairement à tous les autres produits chimiques ou autres produits naturels. En fait, mais ce qui se passe réellement, c'est que notre cerveau, quand il est passé par cette addiction, pour certaines problématiques, ça lui a rendu service. Donc, nous, en tant que thérapeute, on va intervenir, on va régler la problématique. Évidemment, problématique réglée, l'addiction va disparaître, mais à la suite, quand la personne va rencontrer de nouvelles problématiques dans sa vie, son cerveau se rappelle qu'il y a quelques années, ou l'année dernière, ou il y a 2 ans, il a utilisé la cigarette pour s'en sortir et il va reprendre la cigarette. En fait, la cigarette va être reprise, il a rechute, pas pour les mêmes éléments, mais c'est pour d'autres problématiques. Et donc, le fait de retravailler sur ces problématiques qui sont à l'origine, parce qu'encore une fois, les addictions ne sont que des symptômes. C'est le côté externe de l'iceberg. Parce que, je donne une métaphore,
comme si notre cerveau, et là, il est programmé, c'est un programme d'auto-guérison, donc notre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver la meilleure solution pour éviter cette douleur, cette sensation pénible. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme un élément, un échappatoire, une diversion. Au lieu de sentir cette douleur, eh ben, va fumer, va manger, va boire, va sniffer. Et évidemment, il va se sentir bien. C'est une fuite vers l'avant, mais quand on traite la problématique, eh ben, la personne n'aura plus besoin de cette addiction. Après, les douleurs. Les douleurs, il faut dire, les douleurs, comme disait Erickson, les douleurs, la douleur est une émotion. Parce que la douleur, quand elle est psychosomatique, le plus souvent, c'est pour éviter aussi de ressentir une douleur morale. Parce que la douleur des fibromyalgies, par exemple, c'est pour éviter de sentir. Et les études ont démontré que celles qui souffrent de fibromyalgie sont surtout des femmes qui se sont sacrifiées. Ça veut dire des femmes qui ont fait des études, mais après, pour leur mari, pour leur famille, pour X raisons, elles ont laissé tomber. Mais il y a une partie d'eux interne qui n'accepte pas ça et ça ressort en douleur et en fibromyalgie. Donc, le fait de reconsoler la personne ou la réconcilier plutôt avec elle-même, les choses vont s'améliorer. Donc, après les douleurs, vous avez les douleurs que vous rencontrez tous les jours. Erickson disait, la douleur, un tiers est ancien, un tiers est présent et un tiers est hérité et anticipé. Donc, évidemment, comme j'avais mal la dernière fois, c'est bon, je vais augmenter la douleur. Donc, la vraie douleur que vous rencontrez dans votre activité journalière n'est que le tiers réellement. Mais les deux autres tiers, on peut les éviter. Et l'hypnose, là, elle peut nous apporter énormément d'éléments pour que ce soit l'hypnosédation pour faire de la chirurgie, la préparation à l'accouchement, la chirurgie dentaire, pour les petits actes, les points de suture, mettre un plâtre, mettre un cathéter. Tous ces éléments peuvent être, l'hypnose, elle peut les améliorer. Suivante, s'il te plaît. Donc, rapidement, c'est vraiment, ça reste les indications sont exhaustives et le champ d'utilisation, il est vraiment énorme. Et on va parler maintenant des contre-indications. Donc, c'est suivant, parce que quand il y a des troubles psychiatriques importants, ce n'est pas de le ressort de l'hypnose non plus. Merci. Voilà, pour résumer, là, vraiment, vous pouvez retenir le stress qui est un facteur de risque, l'anxiété, le sevrage tabagique, les addictions, troubles de comportement alimentaire, la douleur, les maladies psychosomatiques, préparation chirurgie, analgésie, sédation, réconciliation aussi de la personne, de votre malade avec sa maladie. Et on va lui projeter dans le futur parce que notre inconscient, comme il peut partir dans le passé pour rectifier des choses, il peut partir dans le futur pour construire. Donc la personne peut être réconciliée avec son état actuel, avec sa maladie, et se projeter dans le futur, mais un futur qui soit positif. Suivante, s'il te plaît. Alors, les contre-indications, la première, c'est vraiment les limites du thérapeute. Si le thérapeute n'est pas assez entraîné, il n'est pas assez, il ne maîtrise pas sa technique, eh ben, il vaut mieux ne pas toucher parce que notre inconscient, c'est qu'un coffre-fort. Quand on l'ouvre, on ne sait pas ce qu'on va trouver. On peut aller travailler sur un comportement et puis il y a une phobie ou un traumatisme qui nous éclate en plein visage. Donc, ça veut dire qu'il faut que le thérapeute soit capable de gérer toutes ces urgences quelque part en rentrant vers cette invention. Alors, les autres contre-indications qui sont importantes aussi, tout ce qui est troubles dissociatifs, la schizophrénie par exemple, tous les états borderline, les psychopathes, les pervers, tout cela, on ne va pas travailler avec eux pour diverses raisons. Après aussi, il y a un élément, c'est d'aller dans le passé pour explorer éventuellement une période que l'inconscient a cachée. C'est des personnes qui me disent « Ouais, mais je ne sais pas, entre 10 et 15 ans, je me rappelle de rien, je crois que mon père me faisait du mal ou ceci. » Ben, nous, on prend comme cash ce que nous raconte le patient. Mais quand il est à seule condition, quand il est sûr. Mais s'il y a des doutes, ça ne sert à rien d'aller farfouiller, surtout que les études ont démontré, question de véracité, c'est qu'on n'a aucune preuve que ce que notre patient raconte est véridique. D'ailleurs, aujourd'hui, l'ADN a démontré que plusieurs personnes qui étaient
qui étaient coupables et qui étaient jugés, eh ben, l'ADN les a innocentés. Et pourtant, les témoins étaient sûrs de ce qu'ils en avançaient. Donc, comme notre mémoire peut nous jouer des tours, eh ben, on ne va pas aller fouiller là où il n'y a rien à faire. Suivante. Alors, les seuls risques que vous risquez d'avoir, c'est à la sortie d'hypnose, quand la personne, on la fait sortir rapidement d'hypnose. C'est de la confusion, la personne, elle est un peu perdue, ou des céphalées. Eh bien, c'est très simple. Il suffit de replonger la personne dans l'hypnose et la laisser sortir à son rythme. Là, tout se passe très bien. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle les abréactions. Parfois, il y a des émotions, la personne, elle peut s'éclater en sanglots, elle va pleurer. Mais tant que c'est OK, nous allons tout simplement accompagner notre client ou notre patient pour qu'il se sente mieux. Mais on ne le lâche pas s'il n'est pas bien. On ne le lâche que quand tout rentre dans l'ordre. Après les 3 points d'interrogation, ben ça, on me pose la question. Et si la personne ne sort pas d'hypnose? C'est une question qu'on peut se poser. Eh bien, c'est embêtant. Parce que moi, à côté, là, j'ai 2, ça fait 1 semaine qu'ils ne sont pas sortis d'hypnose, ils sont dans le garage, je ne sais pas quoi en faire. Et vous avez compris que c'était une blague. Le conscient finit toujours par revenir. Donc, il n'y a pas une personne qui va en hypnose et qui reste là. Non. Si on la laisse, même on ne lui dit rien, au bout de quelques minutes, la personne va ouvrir les yeux et revenir à la réalité. Suivante. OK. Est-ce qu'il y a des questions maintenant avant de passer à la partie pratique? Je suis à vous. Voilà, on va rester sur cette photo. On va faire le jardin secret, mais après, s'il y a des questions sur tout ce que je venais de dire, je pense que là, il va y avoir quelques-unes. S'il y a des Pas de questions? questions, il Pas de suffit questions? de lever la main. Je vais vous donner la parole. C'est parfait, c'était très clair. Alors, je vais rajouter, moi, peut-être moi, je vais me poser des questions. Je vais, à partir de quel âge on peut faire de l'hypnose? Mais en fait, c'est à partir de 3 ans et demi, 4 ans et demi, à partir de l'âge où on peut avoir une conversation avec la personne en face de nous. Donc, la plus jeune que j'ai suivie, elle avait 3 ans et demi, et le plus âgé, c'est 90 ans. Donc, quand on arrive à des perturbations séniles et que la personne ne comprend plus ce qu'on lui dit, évidemment, on ne peut pas. Donc, c'est une méthode qui est basée sur le langage. Ben, il faut que ce langage soit compris. Et puisque je parle d'enfants, eh ben, les enfants jusqu'à l'adolescence particulièrement, on ne fait pas ce qu'on appelle une induction. Puisque les enfants, quand on leur dit tout simplement imaginez, le fait d'imaginer et de voir quelque chose qui n'existe pas, eh ben, ça c'est l'hypnose. Et là, j'invite tout le monde. Je vais vous dire, imaginez que vous êtes. Ah, comment faire apprendre à hypnotiser? Ben, je vais vous répondre. Mais d'abord, je vais vous dire, je vais vous faire un petit exercice avant de passer à cela et avant de répondre à l'hypnose. Comment imaginez que vous êtes devant chez vous. Prenez votre clé, ouvrez la porte, rentrez à l'intérieur de chez vous ou poussez la porte tout simplement, je ne sais pas. Regardez ce que vous avez à droite, regardez ce que vous avez à gauche. Rentrez dans la première pièce que se présente à vous. Regardez les meubles. Allez-y à la fenêtre. Ouvrez-la. Regardez ce qui se passe à l'extérieur. Quand vous regardez ce qu'il y a à l'extérieur de chez vous, par la fenêtre. Je ne sais pas si vous voyez des gens, des constructions, peut-être de la végétation. Est-ce que tout le monde a réussi à partir? Qui n'a pas vu
par la fenêtre de chez lui. Juste qu'il lave la main. Si j'ai bien compris, tout le monde a vu ça. Qui n'a pas vu? Rosario, fermez les yeux. Alors, excusez-moi, autorisez-moi à vous parler, on va se tutoyer. Autorisez-vous tous, les yeux ouverts ou les yeux fermés, à imaginer que vous êtes devant chez vous. Imaginez que vous êtes devant chez vous. Est-ce que tout le monde peut l'imaginer? Rosario en particulier. C'est OK, Rosario? Rentrez chez vous. Regardez tout ce qui se passe. Et on va continuer avec des exercices de ce genre. Alors, comment apprendre? Moi, je travaille et j'ai eu la chance d'être formé par Synapse. Synapse, donc, c'est un institut international. Le siège, évidemment, il est en France, mais il y a aussi la représentation pour l'Afrique, elle est en Tunisie. Moi, je fais partie des deux entités. Nous avons des représentations en Algérie, au Maroc et en Côte d'Ivoire. Donc là, on peut faire des formations sur place. Je ne suis pas adepte de l'hypnose qui est faite par visio. On va faire des exercices. On ne peut pas attaquer des problématiques importantes. On ne peut pas. On apprend en visio. Ah, les replays, c'est pas moi. Ah, en neurobiologie, merci pour cette question. En neurobiologie, on a déterminé aujourd'hui, c'est que c'est question d'ondes. Au niveau des ondes, on est beaucoup plus sur les ondes θ en hypnose. C'est un état d'hyper-réveil. C'est un état où le cerveau fonctionne le plus. On peut utiliser toutes les connexions. Et je répondrai à la formation, parce que la question, elle est importante. Donc, il y a une différence en termes d'ondes par rapport à l'état d'éveil, par rapport à l'état de sommeil et par rapport à l'état d'hypnose. Ça a été démontré déjà avec les ondes cérébrales. Deuxième élément, on a fait des études, et particulièrement Fanny Nosbonne, qui est une psychologue praticienne à Lyon, à la fac de Claude Bernard à Lyon. Elle a pris 2 groupes de personnes qui souffrent de lombalgie. Le premier groupe, elle lui a fait juste des suggestions d'analgésie et on a pris au niveau du scanner fonctionnel, à l'IRM fonctionnel. Et on a vu que les zones sensorielles ont été activées. Par contre, un deuxième groupe, et la douleur, elle a baissé de 24%. Par contre, le deuxième groupe, où on lui a fait l'IRM sous hypnose, c'est-à-dire le thérapeute elle a continué à induire en transe, c'est-à-dire en hypnose la personne, on a vu que non seulement il y a l'air sensoriel qui a été activé, mais l'air émotionnel aussi. Donc, en termes de fonctionnement cérébral, aujourd'hui, tous les éléments, ils ont démontré qu'en hypnose, il se passe quelque chose qui est particulier à l'hypnose. Et ce n'est pas un effet placebo, pour que les choses soient claires. Donc, et la douleur dans le groupe sous hypnose, elle a baissé de 64%. Donc, 26% avec rien que les suggestions et 64% avec l'hypnose. J'espère que j'ai répondu à la question. Et tout cas, est-ce que c'est OK? C'est bon, je pense que j'ai répondu à la question. Donc, pour la formation, en Afrique, nous avons en Afrique francophone, donc le représentant le plus proche est en Côte d'Ivoire. Il est à Abidjan. Après, ce qui est extraordinaire avec Synapse, on peut s'adapter. Ça veut dire, s'il y a un groupe qui se forme, d'ailleurs, vendredi dernier, j'ai fait une journée d'initiation à la faculté de médecine de Sousse, en Tunisie, et nous démarrons en septembre un certificat d'études spécialisées. C'est un peu comme le NDI à la faculté de médecine de Sousse pour l'hypnose. Donc, ça va être un CES de 90 voire 100 heures. Et là, on apprend
un peu théorique, mais 80% de pratique. C'est ça le plus important. La théorie, vous pouvez la trouver. Vous prenez n'importe quel livre d'Erickson, de Rossi ou de Géalé ou de Lockhart, vous allez trouver toutes les techniques. Mais après, ce qui est important, c'est plutôt l'application et la pratique. La pratique, c'est la pratique. J'espère que j'ai répondu à votre question. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à quelque chose que vous pouvez utiliser pour vous-même, pour gérer vos émotions. C'est quelque chose, c'est un exercice d'auto-hypnose. On va faire beaucoup d'auto-hypnose, puisque je ne suis pas à côté de vous. Est-ce qu'on peut démarrer ou il y a d'autres questions? Attendez. Peut-on hypnotiser une personne pendant longtemps? Qu'est-ce que vous voulez dire par longtemps? Si c'est 2 heures, 1 heure et demie, le temps d'une intervention, oui. Ça peut être 3 heures, 4 heures, oui. Il y a des types d'hypnose, notamment la spirituelle, où on peut rester pendant 3 heures. Mais l'important, c'est que le thérapeute doit entretenir. Ça veut dire, c'est pas une dose de morphine et passer. Non, là, c'est la parole. C'est maintenir la personne sous cet état d'hypnose. Donc oui, on peut l'entendre. Donc d'ailleurs, en Tunisie, en France, je ne parle pas d'accouchement sous hypnose ou de tout ce qui est neurochirurgical, il est fait donc sous hypnose. Et si vous êtes d'accord, nous passons au premier exercice. Alors encore une fois, je vais vous demander tout simplement d'être confortablement assis sur votre fauteuil, sur votre canapé, je ne sais pas, là où vous êtes, et de sentir votre corps posé sur ce support que vous utilisez. D'écouter ma voix et de sentir l'air rentrer et sortir par votre nez. Et je ne sais pas si vous allez fermer les yeux tout de suite ou juste après ou les garder ouverts, parce que même quand vous les gardez ouverts, ils peuvent se fermer à l'extérieur pour s'ouvrir à l'intérieur de vous-même et vous permettre de retrouver un beau paysage, un jardin secret. Un jardin secret, alors ce jardin, cette place, ce safe place, cet endroit où vous êtes en sécurité, vous pouvez l'imaginer. Ça peut être un endroit que vous avez visité, ou peut-être que vous avez vu dans un film, dans une vidéo, ou tout simplement, vous pouvez même l'inventer. Cet endroit vers lequel vous pouvez vous diriger maintenant, si vous n'y êtes pas encore. D'imaginer et de voir tout ce qu'il y a à voir autour de vous. D'écouter s'il y a des sons, s'il y a du bruit. Ou tout simplement, vous pouvez écouter le son du silence. Ou tout simplement votre respiration. Et de sentir tout ce qu'il y a à sentir. Et de ressentir tout ce qu'il y a à ressentir. Vous pouvez même observer les détails des choses autour de vous. Vous pouvez observer tout ce qu'il y a à voir. Je ne sais pas si vous êtes au bord de la mer ou au bord de l'océan. Je ne sais pas si vous pouvez voir le soleil ou la nuit, les étoiles. Mais vous êtes bien dans cet endroit. Cet endroit que vous pouvez, comme si vous pouviez l'ancrer à l'intérieur de vous. Un endroit où vous vous sentez bien. Un endroit où quand vous inspirez, vous pouvez imaginer, inspirer la sécurité, le bien-être, le calme. Vous pouvez programmer votre inspiration, mettre toutes les sensations, mettre toutes les ressources dont vous avez besoin. C'est comme un sanctuaire, un lieu où vous pouvez aller pour vous ressourcer, pour vous revitaliser. Un sanctuaire où le temps peut s'arrêter, comme si vous ouvrez une parenthèse dans le temps. Quand vous y êtes à cet endroit, vous pouvez regarder tout ce qu'il y a à regarder, ressentir tout ce qu'il y a à ressentir, toutes ces choses positives, comment elles peuvent se propager à l'intérieur de votre corps. Je ne sais pas si elles vont partir ces choses, ces sensations de votre tête vers le reste du corps, ou peut-être du cœur vers le reste du corps, ou pourquoi
ne pas jaillir du ventre pour aller au reste du corps, mais vous pouvez ressentir peut-être la décontraction, le relâchement, ressentir toutes les sensations dont vous avez besoin là, en ce moment, et laisser votre corps se ressourcer. Imaginez comme s'il y a une lumière au-dessus de votre tête, à cet endroit, alors que vous êtes confortablement installé, alors que vous êtes bien avec vous-même, que ce temps est arrêté, et laissez cette lumière traverser tout votre corps, avancer comme une vague de la tête, descendre aux épaules, au buste, au torse, au ventre, au niveau du bassin, les cuisses, les jambes, les talons, les pieds. Ressentir cette lumière comme vous étiez sous une douche de cette lumière et que cette lumière, je ne sais pas, elle est de quelle couleur, mais elle est aux couleurs peut-être du bien-être, du calme, de la paix ou de la sécurité, et pourquoi pas de la santé. Et ressentir comment cette lumière peut vous ressourcer. Et prenez une minute en temps d'horloge pour vous ressourcer avant de revenir à notre rencontre et écouter et poursuivre la suite. La minute commence maintenant. Et maintenant, je vais Merci. compter à 5. À 5, avec plaisir. À 5, vous revenez toutes et tous ici et maintenant. 1, 2, 3. Vous prenez une bonne inspiration pour intégrer tout ce qui est intégré. 4. Expirez, débarrassez-vous de tout ce que vous voulez rejeter. Et à 5, revenez ici et maintenant. Est-ce que tout le monde est là? Juste là, j'aimerais bien que vous me dites si vous êtes toutes et tous revenus. Est-ce que quelqu'un veut partager ce qu'il a ressenti, oui ou non? Ça, est-ce que quand ça a marché, j'aimerais bien écouter votre partage et si ça n'a pas marché aussi. Munkuro, comment ça s'est passé? Allô, bonsoir, professeur. Merci beaucoup pour cette belle présentation et surtout pour cette phase pratique que nous sommes en train de faire. Voilà, C'est parfait. que, Il y aura d'autres pratiques. ce que j'ai ressenti, je revenais de l'université tout à l'heure et j'étais beaucoup fatiguée au niveau de mes articulations. Donc, quand vous Oui. nous avez dit de sentir que, comme s'il y a une lumière au-dessus de notre tête, qui est en train de prendre possession de tout notre corps, la tête, le thorax, l'abdomen, les cuisses, les jambes, jusqu'aux orteils. J'ai eu la sensation comme si c'est des chaînes qui sont en train de tomber et puis j'ai eu une sensation de bien-être instantané. Merci, Munkuro, pour ton partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager autre chose avant de passer à l'exercice d'après? Ok, alors on passe au suivant. Pascaline, est-ce que tu es revenue? Parfait, ok.
Maintenant, on va travailler sur les sensations. Puisque le thème, il y avait de la PNL aussi, ben là, on va travailler entre hypnose et PNL. C'est transformer une sensation désagréable avec les sous-modalités. Alors, tout ce que je vais vous demander, c'est de trouver une sensation désagréable. Alors, pour que les choses soient claires, une sensation désagréable dans l'intensité est située entre 0 et 5 sur une échelle de 1 à 10. Donc, ça veut dire, par exemple, s'il s'agit d'une douleur, ben, sur Eva, bon, la douleur, vous pouvez prendre n'importe laquelle. La douleur physique. On va travailler sur une douleur physique, particulièrement si vous l'avez explorée, parce que les douleurs, on ne travaille sur les douleurs qu'après exploration. Les choses sont claires. Quand il s'agit d'une douleur aiguë, on va l'explorer. Mais quand on a exploré et qu'on n'a pas trouvé une raison physique et que c'est réglé, là, on peut passer à l'hypnose, même si la raison physique a été identifiée. Mais on ne va pas travailler sur une douleur aiguë si on ne connaît pas l'origine. Que les choses soient vraiment claires pour ne pas prendre des risques. Donc, vous avez le choix entre travailler sur une sensation, une émotion désagréable dont l'intensité se situe entre 0 et 5 sur une échelle de 0 à 10, ou prenez une douleur soit du type psychosomatique ou même une douleur qui est là, mais qui est physique dans le truc. Et vous allez voir la réponse. Est-ce que c'est OK? On peut commencer. OK. Maintenant, je vous demande tout simplement de vous focaliser sur cette sensation ou sur cette douleur et de l'imaginer comme si vous pouvez la projeter devant vous, comme un hologramme. Regardez la forme qu'elle a. Est-ce qu'elle est carrée? Est-ce qu'elle est circulaire? Est-ce qu'elle est ronde? Est-ce qu'elle ressemble à un objet, comme une épingle, comme un couteau? Regardez juste l'aspect extérieur. Maintenant, regardez s'il y a une couleur associée. Est-ce qu'elle est rouge? Est-ce qu'elle est bleue? Est-ce qu'elle est verte? Je ne sais pas. La forme, la couleur. Est-ce que les limites sont claires ou c'est un peu opaque? Est-ce que cet objet est plein ou il est vide à l'intérieur comme un ballon? Et si il est plein à l'intérieur, est-ce que c'est plutôt du liquide, du solide, de l'air? Ressentez cette chose-là, cet objet. Est-ce qu'il est lourd? Est-ce que cet objet est léger? Touchez cet objet. Est-ce que c'est du carton? Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que cet objet est associé à un son? Est-ce qu'il y a un son qui est associé à un grincement ou autre chose? Est-ce que cet objet bouge? Et dans quel sens cet objet bouge? Est-ce qu'il tourne? Est-ce qu'il bascule? Est-ce qu'il y a une odeur associée à cet objet? Et là, comme un ingénieur de l'image, vous allez changer la couleur. Si cet objet bouge, arrêtez-le. Imaginez cet objet comme si c'était de la pâte à modeler. Prenez-le dans les mains. Posez-le sur une table, sur un plan de travail. Laissez-le sécher. Regardez, touchez, écoutez comment il va se transformer comme de la craie. Et là, tout simplement, je vous demande de prendre un marteau et de casser cet objet. Et puis vous voyez voir
cette craie, comment elle va commencer à s'effriter, devenir des petits morceaux. Les petits morceaux, à leur tour, deviennent de la poudre. Et quand ça vient et ça devient de la poudre, récupérez cette poudre dans votre main, mettez-la sous le robinet et regardez cette poudre qui disparaît avec l'eau. Une fois que tout a disparu, vous allez vous laver les mains, laver l'endroit où vous avez travaillé, vous lavez l'endroit où vous avez fait disparaître cette poudre et revenez à votre sensation. Alors, je vous pose la question, quant à moi, qu'est-ce qui a changé? Et j'aimerais bien avoir votre partage avec des messages. Ou s'il y a une personne où rien ne s'est transformé, ben, qu'il me le fasse signaler. Donc, c'est ainsi qu'on peut travailler sur des douleurs psychosomatiques pour les faire carrément disparaître. Qui a vu la sensation se transformer ou la douleur disparaître? Ben, évidemment, si certains sont déjà partis, allez, je compte à 5 et revenez ici et maintenant. 1, 2, 3, 4 et à 5. Rosario, vous me dites que c'est incroyable. Est-ce que vous pouvez prendre le micro et nous décrire un peu ce qui s'est passé? Est-ce que tout le monde est revenu? J'aimerais bien avoir quelques partages parce que bon, je ne vous vois pas directement. Est-ce que tout le monde est là? Allô? Moi, je suis là. Alors, comment ça s'est passé? Honnêtement, moi, j'ai pas fait l'exercice parce que je suis en train de faire rapidement quelque chose. Donc, faudrait pas que je sois Ah, malhonnête. ben non, non, voilà. C'est qui? Pascaline? Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut partager? Qui a envie de partager ce qu'il vient de vivre? Comme ça va apporter une idée à tout le monde. Mais la parole est libre, hein. Il suffit Oui, d'ouvrir votre... voilà. Qui a envie de partager? La parole est à vous. Rosario, vous ne voulez pas partager? Qui n'a rien senti? Qui n'a pas vu de différence? Si j'ai pas de retour, ça veut dire que tout le monde a vu et il a réussi seul, en faisant ce travail, à transformer quelque chose, transformer une sensation, transformer peut-être une douleur. Parce que là, on va travailler sur la douleur. Ok.
Maintenant, je passe à autre chose. Alors, si tu peux, Pascaline, tu me passes la prochaine. Merci. Transfert de sensations agréables. Ben, je vous invite toutes et tous d'aller dans votre jardin secret. Là, vous le connaissez, ce jardin. D'être confortablement assise ou confortablement assis et de trouver en vous une zone, peut-être le genou, l'épaule, la tête, je ne sais pas, une zone qui vous fait mal. Ou localiser une émotion, une sensation désagréable quelque part dans votre corps. Je ne sais pas, cette douleur ou cette sensation, si elle est au niveau de la tête, au niveau de l'épaule, au niveau du genou ou ailleurs. Mais trouvez quelque chose qui existe, que vous ressentez. Elle est là, cette chose-là. Voilà, je vous laisse quelques temps. Alors que vous respirez tranquillement dans votre safe place, dans votre jardin secret, je vous laisse le temps pour retrouver l'emplacement de cette sensation, qui est peut-être une émotion ou une douleur. Et cette sensation, vous l'isolez à un endroit précis de votre corps. Maintenant, je vous demande d'aller visiter un autre endroit de votre corps. Par exemple, si la douleur est au genou, vous allez visiter les sensations au niveau de l'épaule droite. De l'épaule droite ou de cette zone numéro 1 où tout va bien, vous allez à un autre endroit, une zone 2, où tout va bien aussi. Après, je vous demande d'aller chercher une troisième zone, un autre endroit où tout va bien. Et ainsi de suite, un quatrième endroit où tout va bien. Le cinquième endroit où tout va bien. Prenez le temps nécessaire pour visiter ces 5 endroits dans votre corps où tout se passe très bien, où tout va bien. Et une fois que vous avez visité ces 5 endroits, vous allez choisir la meilleure sensation, la plus agréable, et vous allez la transférer inconsciemment et consciemment à l'endroit qui vous posait problème, que vous avez isolé au début. Comme si vous pouviez trier, choisir une sensation agréable de ces 5 endroits pour choisir la meilleure et l'installer à ce premier endroit où vous avez cette sensation désagréable et changer cette sensation désagréable par la nouvelle sensation agréable. Et je vais compter de 1 à 5. Et à 5, vous revenez ici et maintenant. 1, 2, à 3, vous prenez une bonne inspiration pour intégrer cette nouvelle sensation au niveau de cet endroit. 4, expirez, rejetez tout ce qui a rejeté cette sensation désagréable. Et à 5, revenez ici et maintenant. Et maintenant, j'aimerais bien avoir votre retour. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais bien avoir votre partage.
Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que vous avez senti la différence maintenant? Juste par message, vous pouvez partager, hein, juste pour savoir comment les choses se passent. Pour moi, c'est une première parce que je ne vous vois pas. Et d'habitude, je vois tout le monde, même en visio, je vois tout le monde parce que là, je ne vous vois pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est important de savoir. Alors, est-ce qu'il y a un retour par rapport à cet exercice? Ah, parfait. Andrea, ça c'est bien, j'ai oublié la région douloureuse. Évidemment, ça veut dire qu'une sensation nouvelle a été créée. Une nouvelle sensation a été... Ah, parfait aussi. Donc, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle une distorsion sensorielle. Ça veut dire, on a été chercher une autre sensation et tout simplement, on l'a installée là où on a envie. Merci pour le partage. Donc, oui, sensation de démangeaisance sur le dos, elle s'est littéralement soulagée. Parfait. Et si vous êtes d'accord, on va finir là parce que nous sommes un peu à quelques minutes de la fin par un exercice particulier. C'est ce qu'on appelle le gant analgésique. Et là, j'aimerais bien que tout le monde soit vraiment prêt avec moi et vous allez vivre cette sensation qui est unique, qui est particulière. Et je peux vous dire, c'est parmi ces genres de constatations qui m'ont permis aujourd'hui d'arrêter la médecine classique et ne me consacrer que à la formation et aux thérapies brèves. Est-ce que tout le monde est d'accord et tout le monde est prêt? Suivante, Pascaline, s'il te plaît. Ok, allez, on y va. Merci. Le gant analgésique. C'est quoi ce gant analgésique? Eh bien, vous n'avez pas besoin de prendre des médicaments pour empêcher la douleur de se déclarer. Eh bien, l'histoire, c'est quoi? Le but, c'est quoi? C'est tout ce que je vais vous demander maintenant, de libérer vos deux mains. Choisissez, par exemple, si vous mettez le conscient dans la main droite et le conscient, par exemple, dans la main gauche. Et je vous demande, tout en gardant le conscient, parce qu'on en a besoin de lui, je vous demande d'imaginer un gant. Ces gants-là que les ouvriers mettent pour se protéger, mais un gant qui soit puissant, ça veut dire un gant qui va protéger complètement la main. Ça veut dire, si on met ce gant, on est sûr, ni les clous, ni les pierres, ni rien ne peut passer et la main va être en totale sécurité, bien protégée. Donc, imaginez ce gant, imaginez la couleur, imaginez la texture des matériaux, en quoi il est fait, imaginez la légèreté ou la lourdeur, s'il s'agit d'un gant de boxe par exemple, ou d'un gant d'ouvrier. Imaginez la couleur de ce gant, la texture. Et imaginez que vous êtes avec la main du conscient en train d'enfiler le gant. D'enfiler le gant. Et de regarder ce gant, comment vous le mettez. Et vous ramenez le gant jusqu'au poignet. Et imaginez ce gant. Ressentez ce gant. Alors que le conscient, il est toujours là, en train d'observer ce qui se passe sur l'autre main. Les yeux ouverts ou les yeux fermés, imaginez ce gant. Et quand vous ressentez ce gant s'installer au niveau de votre main, complètement protégé, là, tout simplement, quand la main est
protégé, comme si l'analgésie est installée. Là, vous prenez la main du conscient et elle va aller pincer l'autre main, là, comme ça. Et là, je vous laisse le temps d'installer le gant, qu'il prenne possession de la main et ressentir tout ce qu'il a ressenti. Et une fois que c'est fait, avec cette main, avec votre main du conscient, vous enlevez le gant, vous remettez votre main à son état normal et vous revenez ici et maintenant. Quand vous revenez, je vous invite à faire le même geste et me dire qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce que vous pouvez partager? Qui a senti une différence ou qui n'a pas senti carrément? Qui n'a pas senti le pincement sur la main où il y avait le gant? Oui, Alia, ce que vous me dites est concentration, mais en fait, non, oui, c'est une focalisation plutôt. Mais ce qui se passe là, c'est que ben, on a cru, on a imaginé que ce gant existe déjà. Et évidemment, quand on a touché, que le gant par suggestion a été installé, eh ben, la douleur ne va pas être ressentie tout simplement. Parce que le conscient, il a accepté que ce gant est là. Sauf que l'inconscient qui gérait les choses, il ne connaît pas la douleur. La notion de nociception et de transfert et d'activation de tout ce qui est douleur pour transmettre au cerveau, pour qu'il y ait sécrétion de GABA et d'endorphine et tout cela, elle est faite, elle se fait inconsciemment. C'est juste quand les nocicepteurs sont touchés. Mais la sensation aille, il n'y a que le conscient qui le fait. Mais comme si le conscient lui aussi a cru, il a cru qu'il y avait ce gant, et bien tout simplement, il n'a pas transmis l'information. Donc, nous pouvons agir aussi sur la douleur. Alors, l'utilisation de ce gant pour une personne qui souffre, on peut lui faire directement ce protocole et puis on demande à l'inconscient de la personne de transférer l'effet de ce gant. Par exemple, si la personne a la mal à l'épaule, de transférer l'effet de cette analgésie au niveau tout simplement de la partie qui fait mal. Et une autre façon de gérer la douleur. Pour le reste, est-ce que pour nos invités, est-ce qu'il y a d'autres, je ne sais pas, d'autres éléments à rapporter, d'autres éléments à partager? Est-ce qu'il y a d'autres éléments à partager?
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que je peux vous apporter par rapport à ce que nous avons vu jusque-là? Dans ce cas, s'il n'y a pas d'autres questions, Pascaline, donc je te laisse. Bonjour, professeur. Pardon? C'est Mukoro. Oui, mon Koro. Alors, Moi, j'ai des inquiétudes. inquiétude. Par rapport à quoi? Et par rapport à l'âge auquel l'enfant peut être soumis à l'hypnose. Qui est soumis à l'hypnose? L'âge à laquelle on peut soumettre un enfant à À l'hypnose. partir, voilà ce que je disais tout à l'heure, à un âge où la personne peut discuter. Ça veut dire, moi, la plus jeune que j'ai eue, elle avait 3 ans et demi. Ça veut dire, l'important, c'est que, en fait, avec l'enfant, on ne travaille pas comme avec l'adulte. L'enfant, on utilise beaucoup de métaphores, beaucoup d'histoires. Et parce que l'enfant, en fait, il ne part pas en hypnose. L'enfant, dès qu'on lui raconte une histoire et on lui demande d'imaginer, il va voir devant lui l'histoire se faire. Donc, il vit de l'extérieur son expérience. Et le rôle de l'hypnothérapeute est de maintenir ce contact entre l'enfant et ce qu'il est en train de voir. Et c'est là où on va glisser des messages. Donc, on va raconter une histoire, c'est les métaphores. Alors, s'il s'agit d'une douleur abdominale, est-ce que c'est OK? Oui, c'était ma première question, je n'ai pas fini. D'accord, allez, la deuxième. Je suis à vous. Et avant cette session de formation, moi, je pensais que c'est tout le monde qui est habilité à Oui, donner des séances d'hypnose aux personnes qui en ont besoin. oui. En Pourquoi effet, j'avais pensé ça? Il y a de cela 2 ans, sur un forum d'échange des mères et d'enfants, là-bas, il y a une dame qui nous avait suggéré si il y a un enfant turbulent, qui pleure beaucoup, qui est beaucoup agité. Donc oui. là-bas, elle avait proposé sur cet forum, chaque fois que la nuit avant de coucher l'enfant, quand l'enfant s'endort, tu restes à côté de l'enfant, tu essaies de lui dire, bon, mon bébé, tu as été très sage aujourd'hui. Demain, maman veut que tu sois moins turbulent. Maman veut que tu sois gentil avec tes collègues à l'école. Maman veut ça. Donc, en répétant chaque fois, c'est différentes séances à l'enfant. Au fil du temps, tu vois que l'enfant commence même à avoir des changements sur son comportement, surtout les enfants qui sont beaucoup Alors, hyperactifs. juste, je veux dire, l'enfant ne dort pas encore. Quand il dort, Non, ça, c'est pas de l'hypnose. Je ne sais pas ce que c'est. ok, Et aucune étude n'a démontré aujourd'hui que la thérapie peut être efficace quand la personne dort. Aucune. Mais c'est on d'accord. peut induire un état d'hypnose. Premièrement, l'hypnose, elle est ouverte à tout le monde. Chez Psynaps, la plupart des gens qui sont formés ne sont pas médecins. Ils peuvent être ingénieurs, chefs d'entreprise, tout ce que vous voulez, mais il y a très peu de médecins. Mhm. Mais on leur apprend les limites. Voilà. Quelles limites tu ne peux pas passer? Dès qu'il y a un problème physique, un problème qui touche au corps, et ben, l'obligation d'envoyer et d'avoir un avis médical spécialisé. Quand le médecin dit c'est OK, il n'y a rien, là, l'hypnothérapeute peut travailler. Nous, les médecins, nous avons une chance, c'est que nous pouvons faire le travail. Donc nous pouvons éliminer, quand on peut, une cause physique et faire évidemment de l'hypnose après. Mais d'abord, éliminer toute cause médicale physique. Ok. Est-ce que c'est OK? Merci beaucoup, professeur. C'est bien noté. Merci. Avec grand plaisir. Alors, j'ai une question. S'il s'agit par exemple d'une douleur abdominale, est-ce qu'on change la forme de l'objet? Est-ce qu'on utilise toujours un gant? Alors, c'est deux façons complètement différentes. Donc, je vous ai montré 3 façons comment on peut faire avec la douleur.
Le premier, c'est ce qu'on appelle travailler sur nos submodalités. Parce qu'en fait, dans notre cerveau, la douleur a une représentation. C'est cette image que vous avez trouvée. Quand on change cette image, eh ben, l'émotion qui est liée, elle va disparaître, puisqu'il y a une autre image. Et c'est comme ça que la douleur disparaît. La deuxième chose, on a été chercher une autre sensation ailleurs et on l'a importée pour l'installer au niveau de cette partie qui nous fait mal. Et le gant, c'est une autre façon aussi de créer l'analgésie pour l'amener et la porter là-bas. Ça veut dire, chez le dentiste, ça marche à merveille. On installe le gant analgésique. Après, on demande à la personne de transférer, de mettre la main sur la bouche, de transférer l'analgésie. Et ça, en fait, on le fait avec l'inconscient. Il y a un signaling qu'on va installer avec l'inconscient. Et quand c'est fait, tu me donnes le signal, oui. Et la personne va bouger, par exemple, un doigt pour me dire que oui. Là, le dentiste peut travailler tranquillement puisque l'analgésie a été transférée au niveau de la mâchoire, par exemple. Donc, ça, c'est des façons différentes. Aujourd'hui, ma présentation, elle était axée sur le monde médical. Et évidemment, la douleur, c'est la première cause de consultation aujourd'hui partout dans le monde. Mais une fois que j'évite les dangers physiques, les choses qui sont liées à cette douleur, évidemment, le côté psychologique, le côté psychosomatique, eh ben, je fais le faire disparaître. Là, on a vu des démangeaisons partir, on a vu des douleurs, des chaînes tomber, donc c'est extraordinaire. Et puis l'hypnose, c'est une expérience personnelle. Chacun va la vivre à sa façon. Et même d'une séance à une autre, on ne va pas vivre la même chose. Donc, je peux vivre quelque chose de positif aujourd'hui, mais je vais vivre la prochaine fois quelque chose de positif, mais différent. Et puis, tout dépend des problématiques que nous travaillons. Donc, encore, avec l'hypnose, on peut travailler sur les douleurs, on peut travailler sur les deuils, sur les traumatismes, sur sur les phobies, on peut travailler sur un changement de comportement, on peut travailler sur les addictions, on peut travailler sur tous ces éléments. Ça veut dire notre inconscient est un réservoir de ressources extraordinaires. Et la solution est toujours chez nos patients. Elle n'est pas. Nous sommes en hypnose de simples facilitateurs. Tout ce qu'on fait, c'est accompagner notre client pour atteindre son objectif. Nous n'avons pas, en tant que médecin, nous sommes des consultants. Voilà, tu prends un comprimé matin, un comprimé le soir, un, deux, trois. C'est un savoir que j'ai et je vais donner des consignes. Sauf qu'en thérapie, on n'est plus dans cette position-là. On est plutôt ce qu'on appelle dans une position basse et on va accompagner notre patient dans son monde et nous occuper de ce qui lui préoccupe. D'ailleurs, il y a une belle phrase qui vient après. Pascaline, la suivante, s'il te plaît. Entre-temps, s'il y a des questions, je suis preneur. Donc, juste reprenez, mettez votre micro et posez-la directement. En attendant qu'on passe à la suivante. Donc, c'est ça, c'est une phrase d'Erickson, de Milton Erickson. Ce n'est pas la vision du médecin qui compte, mais bien celle de notre patient. C'est celle-là, c'est celui qui est en train de vivre quelque chose et nous allons travailler sur ce que lui nous donne parce que c'est son motif. Il est venu pour ça. Suivante, s'il te plaît, quelles sont les conditions pour que l'hypnose marche? Ben, une seule, c'est que le patient ait envie de le faire. C'est tout. On ne forcera personne à aller en hypnose. Tout le monde est capable. Nous sommes en état d'hypnose toutes les 90 minutes. Quand vous êtes dans votre voiture et que vous arrivez chez vous, vous ne savez pas comment vous avez fait, eh bien, vous étiez en état hypnotique. Et donc, la seule chose, c'est que la personne ait envie, et évidemment, il faut prendre en compte les contre-indications. Où est-ce qu'on ne fera pas de l'hypnose? Mais si la personne a envie, qu'elle est d'accord, eh ben, on peut faire de l'hypnose à tout le monde. Tous les gens normaux, comme je vous ai dit, toutes les 90 minutes, nous sommes en hypnose. Quand notre esprit divague,
Quand tout à l'heure, je vous ai demandé de partir, de regarder chez vous, comment aller chez vous, la porte, la fenêtre, quand vous êtes parti dans votre jardin secret, tous ces éléments, vous donnent la preuve que l'hypnose, elle est là et l'hypnose, elle existe. Là, vous avez évidemment pour plus de détails, plus d'éléments. Donc, je crois que c'est la dernière. Donc, il n'y a pas d'autre. Donc, vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires sur les deux sites, soit synapse.fr ou synapsetunisie.com. Là, toutes les formations. Là, je n'ai pas pu parler de spécialité parce qu'il y a une formation générale. Après, il y a les spécialités. Après, encore une fois, dès qu'un groupe donc, se forme, eh ben, il y a toujours une possibilité d'envoyer un formateur ou moi-même, je peux me faire, vraiment, je me ferai un grand plaisir en venant assurer cette formation. Actuellement, sur l'Afrique, comme je vous ai dit, il y a la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et le Côte d'Ivoire, à Abidjan. Mais après, Synapse est d'accord, elle est capable aussi de voyager et d'apporter toutes les formations nécessaires. Merci beaucoup, professeur, pour ce cours avec tous ces voyages-là aussi intéressants. Je pense que l'attente en valait le coup. Ah, voilà, ça, c'est tout ce qui est technique, malheureusement. Et ça, donc, ce que je dis, dans la vie, il y a, je peux dire, 3 niveaux de contrôle. Il y a un niveau où ça ne dépend que de moi. Et là, j'ai tous les contrôles en main. Il y a un deuxième niveau où je peux influencer. Allez, dans la famille, on mange à tel endroit, on va ce lundi, on va mardi. Donc là, on va négocier. Après, il y a un troisième niveau où, malheureusement, je ne peux que m'adapter. Donc, j'ai besoin de flexibilité et d'adaptabilité. C'est quand ça ne dépend pas de moi. Il y a des choses qui marchent. Internet en Afrique, on connaît, mais je vous rassure, en France aussi, c'est pareil. Il y a des choses, des aléas. Bon, Pascaline, merci parce qu'elle nous a donné le tuyau de passer par d'autres navigateurs et tout ceci. Et l'important, c'est que vous étiez là. Et j'espère que je vous ai apporté des réponses à certaines questions que moi-même, médecin, à certains moments, je me suis posé. J'avais mes réponses et c'est ce qui a fait que je fais ce que je fais aujourd'hui. Mais je vais vous laisser avec un petit message. Soyez le soleil de votre vie. Et je vais m'expliquer. Le soleil, vous savez que le soleil est une étoile. Et c'est les volcans de cette étoile qui maintiennent le soleil en vie. Est-ce que vous pensez que ce soleil maintient ces volcans pour nous, humains, nous assurer la chaleur et la lumière, ou plutôt assurer sa survie? Donc, vous voyez, le soleil, en assurant sa survie, il rayonne et il nous offre la lumière et la chaleur. Donc, soyez vous aussi le soleil de votre vie, parce que ainsi vous serez bien et évidemment, vous allez rayonner et donner du bien autour de vous. Vous êtes la voiture qui conduit tout le monde. Eh bien, il faut l'entretenir, cette voiture, parce que si elle tombe en panne, c'est tout le monde qui tombe en panne. Donc, gardez à l'esprit cette belle métaphore. Soyez le soleil de votre système. Aujourd'hui, les études montrent que 80% de l'énergie que nous perdons, c'est pour montrer ce que nous ne sommes pas. Je veux montrer que je suis heureux, je veux montrer que je suis en forme, je veux. Mais ça puise de l'énergie. Donc, moi j'adore un mot, le roi lion, peut-être vous le connaissez tous, Hakuna Matata. Voilà, il faut prendre la vie telle qu'elle vient. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback. J'ai fait d'une façon, je me suis trompé. Ben, la prochaine fois, je vais corriger. Mais j'ai appris. Nous sommes dans un monde d'apprentissage. On apprend avec l'erreur aussi. Mais on apprend avec les expériences des autres aussi. Et ça, c'est notre inconscient qui le capte et qui nous l'offre après. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous dis, soyez le soleil de votre vie. Ben, j'avais juste une remarque. Merci beaucoup, professeur. Une question, si vous permettez. D'accord. Et si une question ne peut pas matérialiser les imaginations,
Eh bien, en fait, l'être humain fonctionne, ça on vous l'apprend dans les formations. Soit il est visuel, soit il est auditif, ou il est kinesthésique. Donc, on va utiliser les canaux que la personne, évidemment, utilise. Aujourd'hui, j'ai pas pu m'adapter avec chacun de vous. Mais évidemment, si la personne, elle est beaucoup plus sur les sensations, sur le kinesthésique, si on lui dit, regarde, moi, je regarde pas, je vois pas. Donc, on va utiliser le point de départ, l'ancrage, eh ben, ressent ton corps comme il est. On va utiliser donc ce côté kinesthésique pour retrouver l'image après. Donc, on peut travailler sur une sensation. Si elle est froide, par exemple, on va la chauffer. Si elle est chaude, on va la rafraîchir et ainsi de suite. Mais on va travailler quand même sur ces sous-modalités. Après, quelles sont les conditions pour que l'hypnose marche? C'est que, voilà, ben, il faut en avoir envie. Il faut que la personne demande, comme en médecine, une personne qui vient chez vous, qui ne demande pas une consultation, qui ne demande pas pour guérir, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas opérer une personne contre son gré. Ben, en Tunisie, c'est ce qu'on fait. Donc, il faut que la personne signe, elle est d'accord pour l'intervention. Sinon, vous n'opérez pas. Eh bien, nous, moi, personnellement, je ne reçois dans mon cabinet que les patients qui m'ont appelé et même s'il y a un enfant, je demande à ses parents de passer l'enfant pour qu'il me donne l'accord pour venir et qu'il me donne l'envie de le faire. Sinon, je ne le prends pas. On ne peut pas forcer. En hypnose, on n'a aucun pouvoir sur l'autre. Donc, il faut que l'autre ait envie de s'améliorer et ait envie de guérir. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, nous allons essayer d'être le soleil de nos vies. Et Soyez, je vais profiter. n'essayez pas, parce que essayer, c'est une porte à l'échec. Non, soyez les soleils Ah, de votre vie. soyons les étoiles, les soleils de nos vies, je dirais. Et on a un webinaire le samedi prochain à 9h GMT qui parlera de la prise en charge de l'urticaire. Donc, sur ces mots, je vous souhaite bonne soirée. Merci vraiment à vous pour ce partage vraiment intéressant. Merci à tous ceux qui ont pu assister et qui sont restés jusqu'à la fin. Et je vous dis à samedi prochain. Merci à Rosario qui était de la partie de la technique et qui changeait les diapos, c'était pas moi. Merci à lui. Merci aussi d'avoir envoyé la procédure d'obtention des attestations. Et pour suivre nos formations, vous pouvez vous rendre sur Emma Learning et être à l'actualité de tout ce que nous faisons. Merci beaucoup à vous et prenez soin de vous. On se dit à samedi prochain. Au revoir, professeur, et merci vraiment pour tout. Avec grand plaisir et je suis à votre disposition quand vous le voulez. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Ciao.